16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et ce soir, je suis en compagnie de Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Je suis très content encore une fois d'être parmi vous tous. Et oui, parce qu'on vous compte bien évidemment voilà. Les auditeurs, puisque Guillaume est absent ce soir. Oui, malheureusement. Mais on l'excuse bien volontiers. Voilà, on comprend tout à fait et il reviendra sans doute la semaine prochaine pour un programme encore bien chargé, puisque ça y est, on peut le dire, le cinéma reprend des couleurs en termes de contenu et de qualité. L'émission de ce soir va être assez riche et pour le coup, en première partie, comme d'habitude, nous en parler des sorties de la semaine qui sont plutôt nombreuses. Ensuite, en deuxième partie, nous reviendrons sur les sorties de la semaine dernière avec en particulier Bad Boys Ride or Die, un petit truc en plus que j'ai rattrapé, je glisserai quelques mots. Toi, tu as rattrapé le deuxième acte de Quentin Dupieux. Je risque d'être intarissable ce soir sur plusieurs films, dont le deuxième acte, entre parenthèses. Et puis j'ai aussi vu également le film de requin de Netflix Sous la Seine, et croyez-moi, il y a des choses à dire. C'est pas forcément bien. Et je parlerai très rapidement aussi du film de vampire En attendant la nuit que j'ai vu en janvier dernier et du thriller journalistique qui se passe à Cambodge, Rendez-vous avec Pol Pot, qui est une belle découverte. Mais sans plus tarder, mon cher Vincent, je te propose de nous lancer dans les sorties de la semaine. Je commence le premier, qui s'intitule Les Guetteurs, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Ishana Shyamalan, avec Dakota Fanning, Georgina Campbell et Owen Fouéré. Perdue dans une forêt, Mina trouve refuge dans une maison déjà occupée par 3 personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de cette forêt. Ils ne peuvent pas les voir, mais eux regardent tout. On écoute un extrait. 4, 3, 2... Qu'est-ce qui se passe? On est où, là? Je ne veux pas vous faire peur, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Ça ne serait pas prudent de les faire attendre. Une petite nouvelle, ça va les intéresser. Ce miroir donne sur l'extérieur. Ils viennent tous les soirs. Et ils nous observent. Voilà, c'est un thriller horrifique. Ça a l'air assez intriguant. Tout à fait. Et tu aurais reconnu le nom de famille. Oui, justement, je pense que c'est... C'est la fille. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Et papa produit, évidemment. D'accord. Mais c'est donc la fille de M. Night Shyamalan qui se lance dans la réalisation pour un film qui a l'air très 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 intriguant, en effet. Les chiens ne font pas des chats, comme on dit, apparemment. Et puis, elle suit la lignée de son père, la droite lignée de son père. Tout à fait. Autre sortie, c'est Paradis Paris de Marjane Satrapi, réalisatrice qu'on connaît pour Persepolis. Elle revient cette fois-ci avec un film live-action avec Monica Bellucci, André Dussolier et Roche Dizem. Dans les rues vivantes et cosmopolites de Paris, des destins s'entremêlent et se répondent, connectés les uns aux autres par des figures universelles du quotidien. Une femme de ménage, un flic, un cafetier. Et si, face à la mort, le mieux était encore de vivre? On écoute un extrait. D'opéra, elle a été déclarée morte par erreur et depuis elle s'en remet pas. Faut dire que tout le monde l'a oublié. Ils ont écrit 60 ans. Je viens à peine d'en avoir 59. Ma chérie, tu sais que ce soir... Ça a l'air assez drôle quand même. Oui, puis j'aime bien ce côté de Monica Bellucci qui apparemment excelle autant dans le registre de la comédie que dans d'autres genres. Donc ça me plaît plutôt bien. J'aime bien ce côté-là où elle se moque un peu d'elle-même, finalement, parce que elle est quasiment dans l'âge dans lequel elle interprète le rôle de... Ah oui. Voilà. Puis pour l'avoir rencontré, c'est en masterclass, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision sur son âge. Je n'en doute pas du tout. Et puis de toute façon, je suis un fan inconditionnel de cette dame. Bon, évidemment, elle nous avait dit, regardez, je commence à être vieille et laide, et on était tous là en disant, oh, tais-toi. Bien sûr que oui. Mais alors du coup, ce sera disponible comme Les Guetteurs aux Toiles du Lac et au Pâté. Autre sortie. Alors IQ,
Je pense que ça se prononce comme ça. La Tout à guerre fait. des poubelles. Et oui. Qui est sortie aux Toiles du Lac et Pâté de Susumu Mitsunaka. Bien joué. Shoyo Hinata entre au club de volley-ball du lycée Karatsuno pour devenir comme son idole, un ancien joueur de Karatsuno connu sous le nom de Petit Géant. Hinata découvre rapidement qu'il doit faire équipe avec son rival Tobio Kageyama. Leur style que tout oppose se transforme en une arme surprenante, mais parviendront-ils à battre l'équipe rivale de Nekoma dans cette ultime confrontation? Et on écoute un extrait. J'ai l'impression qu'on est plutôt bon. La prochaine fois, on va t'obliger à dire ça me met en colère ou ça me fait plaisir, au lieu de ça me va, comme tu dis toujours. D'accord, j'aimerais bien. Je compte sur vous, les gars! Shoyo invente toujours de nouvelles tactiques. J'ai envie de faire un vrai match contre ton équipe, pas juste un C'est match. donc un film d'animation japonais sur le volleyball. Voilà, c'est un film d'animation, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Parce que je me dis, est-ce que c'est une version réaliste d'un film d'animation? Parce que je sais qu'ils ont beaucoup de remake aussi, live action. Ouais, voilà. en effet. Mais bon, bien évidemment, en termes d'animation japonaise et de volleyball, c'est un manga, quoi. Enfin, c'est pas un manga, puisque un manga c'est une bande dessinée japonaise. oui, voilà. C'est l'adaptation d'un manga, mais bien évidemment, je voulais dire qu'en termes d'animation japonaise et de volleyball, certains d'un certain âge d'entre nous se souviendront de Jeanne et Serge, bien évidemment, qui passaient au Club Dorothée. Voilà, je parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Autre sortie, c'est Love Lies Bleeding de Rose Glass avec Kristen Stewart, Jenna Malone et Ed Harris. Lou, gérante solitaire d'une salle de sport, tombe éperdument amoureuse de Jackie, une culturiste ambitieuse. Leur relation passionnée et explosive va les entraîner malgré elle dans une spirale de violence. On écoute un extrait. Appelez-nous. Hé, d'où est-ce que tu sors, toi? Oklahoma. Je suis jamais sortie de cette ville. Tu faisais quoi? Voilà, et encore un bon son très 80s pour un thriller un peu violent. Mais en tout cas, c'est un film sorti aux États-Unis en janvier qui est auréolé de critiques très positives. Et c'est un film produit par A24, qui est une boîte de production assez qualitative. Donc j'avoue que je suis très 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 intrigué par ce Love Lies Bleeding qui sera à découvrir au Cinéma Victoria et à l'Astrie. Voilà. Alors là, on a Gloria, qui sort au Victoria et l'Astrée également, de Margherita Vicario avec Galatea Bellucci, Carlotta Gamba et Veronica Lucchesi, je pense qu'on... Lucchesi, oui. Lucchesi. Venise au XVIIIe siècle, à l'Institut Sant'Ignazio, orphelinat et conservatoire pour jeunes filles, tout le monde s'agite en vue de la visite imminente du nouveau pape et du grand concert qui sera donné en son honneur. Teresa, jeune domestique silencieuse et solitaire, fait alors une découverte exceptionnelle qui va révolutionner la vie du conservatoire, un pianoforte. Voilà. Il n'y a pas d'extrait a priori. Parce que c'est en italien, Voilà. mais par contre c'est un film musical. Voilà, apparemment c'est un film d'époque, un film musical. C'est donc aussi un peu pour ça que ce soir nous ferons un focus sur les comédies musicales, donc pour rendre hommage à ce genre que nous apprécions tout particulièrement. Complètement. Et ce film Gloria me tente vraiment énormément. Moi j'aime bien le cinéma de nos cousins, de nos cousins, oui on peut dire ça. Oui. Les Italiens sont bien nos cousins quand même. Et surtout qu'on sent qu'il y a depuis quelques années un sursaut dans le cinéma italien qui s'éteignait un petit peu dans les années 2010, on va dire. Autre sortie, c'est Juliette au printemps, réalisée par Blandine Lenoir avec Isia Higelin, Noémie Lovski et Jean-Pierre Daroussin. Juliette, jeune illustratrice de livres pour enfants, quitte la ville pour retrouver sa famille quelques jours. Son père si pudique qu'il ne peut s'exprimer qu'en blague. Sa mère artiste peintre qui croque la vie à pleines dents. Sa grand-mère chérie qui perd pied. Et sa sœur, mère de famille débordée par un quotidien qui la dévore. Elle creuse aussi le chemin de Pollux, jeune homme poétique et attachant dans ce joyeux bazar. Des souvenirs et des secrets vont remonter à la surface. On écoute un extrait. Mais ça va mieux maintenant. C'est vrai que c'est pas facile la vie.
Une artiste aussi, n'est-ce pas? Ce qui serait formidable, c'est que tu fasses ce que tu veux vraiment. Tu sais, maman, tout le monde n'a pas besoin de peindre des culs et des seins pour faire quelque chose de personnel. Pourquoi tu la détestes, Nato? Elle en aime un autre. Bonjour. Monsieur, enchanté. Je savais pas qu'il fallait venir déguisé, on me dit rien, moi. T'es très bien comme ça, un pédophile des années 80. Voilà, ça c'est fait. Ouais, c'est très poétique, apparemment. Très fleuri. Très fleuri, ouais. Non, mais ça a l'air plutôt drôle. Ouais, c'est bon petit film. Oh, puis il y a des acteurs sympathiques. Jean-Pierre Daroussin est plutôt pas mal. Même s'il a tendance, je trouve, à toujours jouer de la même manière. Oui, c'est un peu tout le temps les mêmes rôles. C'est clair. Le Benet, bon, là un peu plus vieillissant, mais c'est toujours le Benet. Quoi. Ouais. Et ça sort bien évidemment au Victoria et à l'Astrée. On continue avec un documentaire, Vincent. Alors, un documentaire Tehachapi au Victoria de JR. Oui. Je pense que c'est ça. C'est les initiales. Les États-Unis représentent 4,2% de la population mondiale et 20% des détenus dans le monde. En octobre 2019, l'artiste JR obtient l'autorisation sans précédent d'intervenir dans l'une des prisons de haute sécurité les plus violentes de Californie, Tehachapi. Certains détenus y purgent des peines à perpétuité pour des crimes commis alors qu'ils n'étaient que mineurs. À travers son projet de fresque, JR rassemble les portraits et les histoires de ces hommes, offrant un regard différent sur le milieu carcéral et apportant un message d'espoir et de rédemption possible. Alors, il n'y a pas d'extrait, évidemment. Mais un documentaire qui a l'air assez passionnant, par contre. Je pense que c'est un sujet qui peut intéresser pas mal de gens et puis qui nous interroge aussi sur l'univers carcéral et la manière dont ça peut se passer. Et effectivement, cette histoire de rédemption est quelque chose qui est une porte possible et qui peut être intéressante, effectivement. Oui, et puis on retrouve l'artiste JR qui était connu pour avoir finalement fait les dernières collaborations avec Agnès Varda dans tous les derniers dans tous ses derniers films. C'était le fameux le jeune grand garçon qui était tout le temps avec Agnès Varda. D'accord. Voilà. OK. Et on finit avec les sorties de la semaine avec C'est pas moi, qui sera disponible qu'à l'Astrée, c'est réalisé par Léos Carax, qui revient cette fois-ci, j'ai envie de dire encore avec Denis Lavant, mais cette fois-ci aussi avec Ekaterina Yuspina et Loretta Jude des kites. Voilà, même moi aussi, il y en a pour tous les goûts. Même, ça arrive même aux meilleurs. Voilà. Pour une exposition qui n'a finalement pas eu lieu, le musée Pompidou avait demandé au cinéaste de répondre en images à la question « Où en êtes-vous, Léos Carax ?» Il tente une réponse pleine d'interrogations sur lui, son monde. « Je sais pas, mais si je savais, je répondrais que... » Voilà, c'est du grand Léos Carax. Évidemment, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je recommande évidemment Les Amants du Pont-Neuf, qui est un très grand film. C'est un peu un incontournable pour lui, mais moi je ne connais que ça de lui, entre parenthèses. Alors j'ai vu Annette et j'avoue que j'ai pas trop aimé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, tout pour les sorties de la semaine. Donc je rappelle, si vous voulez du cinéma d'horreur, vous avez Les Guetteurs, le film réalisé par la fille de M. Night Shyamalan qui s'appelle Ishana Shyamalan. Si vous voulez le nouveau film de Marjane Satrapi, ça s'appelle Paradis Paris, du film d'animation japonais avec IQ, La guerre des poubelles, du thriller américain avec Love Lies Bleeding, du film musical italien avec Gloria, du bon vieux film français comme on les aime avec Juliette au printemps, et puis du documentaire Tehachapi et de l'essai, on va dire que c'est une forme d'essai on peut dire ça, que propose Léos Carax avec C'est pas moi. Eh bien écoutez, on va faire une première pause musicale et vu que ce soir va être marqué par une comédie musicale, ne pouvions-nous pas éviter d'avoir la chanson, l'une des comédies musicales que j'adore par-dessus tout, c'est bien évidemment Grease, avec Olivia Newton-John et John Travolta. Et du coup, on va s'écouter You're the One That I Want. Et on revient tout de suite après pour parler des sorties de la semaine dernière. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et
rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com ou toujours sur l'application Radio Grand Lac disponible sur vos smartphones. Rebonsoir Vincent. Eh ben rebonsoir à tous et toujours là. Donc on est là pour le meilleur là maintenant. Hein. Attention. Ah oui, parce qu'on a beaucoup de choses à parler, choses. Et toujours disponible en termes de sorties précédentes parce que c'est là maintenant qu'on va rentrer dans nos avis et qu'on va pouvoir tacler ou pas tacler certains films. Et toujours disponible et que nous vous avons conseillé les semaines précédentes, c'est La planète des singes, le nouveau royaume ou encore le drame Memory. Mais il y a 2 sorties précédentes que nous avons rattrapées respectivement. Puisque toi t'es allé voir un petit truc en plus et en plus t'as vu le deuxième acte. Oui, alors le deuxième acte, oui, j'en avais déjà parlé, mais oui, alors j'ai adoré le deuxième acte, du coup, que tu as pu découvrir la semaine dernière. La semaine dernière, et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je dirais que ce film, c'est un film malin. C'est un film très intelligent, avec beaucoup de second degré, voire de troisième degré. Ah oui. Parce que c'est le film dans le film dans le film. Tout à fait. On s'y perd complètement et ça c'est plutôt sympathique parce que on est tout le temps en train de se demander mais alors pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer et là pour le coup c'est un cinéma minimaliste mais que moi pour le coup j'aime beaucoup. Lorsque le scénario, je dirais les dialogues se tiennent, ce qui est le cas, oui. Et qui fait vraiment le spectacle, quoi, qui donne vraiment à part entière. Alors on rigole énormément, oui. On rigole beaucoup dans ce film, mais en plus de ça, c'est un peu comme dans le précédent que moi j'avais vu de Quentin Dupieux, qui m'avait fait d'ailleurs découvrir ce réalisateur, Yannick. Alors il y a eu Dali entre temps, mais il y avait Dali, mais Dali, je voulais d'ailleurs aller le voir, mais bon je l'ai pas vu. Et Yannick, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il y a un décalage et c'est vraiment ce qu'on peut appeler une comédie dramatique quand même, oui. À mon sens. Et moi j'adore parce que c'est simplement, c'est la vraie comédie humaine dans toute sa splendeur et ça permet de sortir un peu. Alors j'aime bien aussi ce genre de cinéma blockbuster avec des effets spéciaux, etc. Mais parfois c'est un peu too much. Donc là, j'aime bien parce que vraiment, il y a matière à réfléchir, à être surpris énormément, entre parenthèses. Et puis, on est face à des acteurs qui sont impeccables, qui jouent leur rôle de manière tellement précise et réaliste qu'on ne sait plus où est la réalité, le jeu, et c'est bluffant. C'est vraiment bluffant et franchement, c'est un film qu'on aurait pu voir jouer. C'est un peu un huis clos quelque part. Ça aurait pu être joué en théâtre quelque part. Oui, mais après, bon, évidemment, on aurait perdu peut-être un petit peu de la saveur méta qu'il y a dans le film, mais oui. Mais c'est un peu un huis clos, comme d'ailleurs l'était, au même titre que l'était Yannick. Et franchement, non, j'ai adoré. Je suis dithyrambique, mais il y a des raisons et donc entre parenthèses, je suis pas le seul parce que les personnes avec qui je suis allé le voir ont toutes bien aimé le film et ont été scotchées véritablement par ce film-là. Ah non, franchement, c'est un très 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 bon film. Et puis moi, du coup, j'ai rattrapé le film qui est désormais au plus de 6 millions d'entrées, un petit truc en plus réalisé par Artus. Et j'avoue que je vais me ranger du côté de l'avis du public. C'est une très grande réussite. Ça semble. C'est une très bonne comédie française. C'est très bien réalisé par Artus et surtout très bien interprété par lui et tous les acteurs qu'on a dans ce film, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi, et puis évidemment les personnes qui jouent du coup les personnes handicapées qui sont vraiment handicapées dans la vraie vie et qui sont tous touchants, drôles, vraiment c'est impeccable. J'avais peur d'une certaine vulgarité en voyant la bande-annonce parce que la bande-annonce joue un peu beaucoup sur les grossièretés et ce genre de choses. Oui, mais ça, je pense que ça passe, oui. Ça passe très bien dans le film puisque il y a un excellent rythme et tout le monde est tellement de concert et joue parfaitement bien qu'on passe un excellent moment et un peu à la manière d'un Intouchable. La fin va chercher à vous tirer une petite larme. Vous verrez si vous la verserez ou pas. Moi, je l'ai versé beaucoup. Moi, ce que je pense qu'il y a dans ce film que je n'ai pas vu, mais que j'aimerais beaucoup aller voir, c'est que justement, il parle pas de ce sujet-là, mais
du fait de l'histoire, ça parle forcément des différences et puis du genre des handicapés. Et ça, c'est fait de manière très intelligente et très naturelle. Donc, on va pas voir un film sur les handicapés. C'est pas du tout le cas. Donc, ils sont à part entière et ils sont partie prenante dans le scénario et c'est plutôt sympathique. Et d'ailleurs, j'en doutais pas trop un seul instant par rapport à l'humour de Artus, que je trouve qui est un humoriste plutôt talentueux. Oui, tout à fait. Côté film qu'on avait pu déjà évoquer les semaines précédentes, on est toujours mitigé ou partagé concernant le film d'horreur Abigail, le film Furiosa réalisé par George Miller, et j'en suis le premier navré d'être assez mitigé, Guillaume aussi. Et puis également... On peut être que déçu forcément, voilà. C'est sûr. Et la comédie pour enfants Blue et compagnie. Mais par contre, concernant les sorties de la semaine dernière, j'ai pu en voir 4. Alors tout d'abord, Bad Boys Ride or Die, le 4e volet de la franchise Bad Boys, avec Will Smith et Martin Lawrence. J'ai envie de dire comme d'habitude. Et j'ai envie de dire comme d'habitude, c'est un Bad Boys tout à fait efficace. On passe un très bon moment. Les séquences d'action sont, comme pour le 3e volet, propose une inventivité assez plaisante, puisque les 2 réalisateurs qui officient depuis le 3e volet sont des réalisateurs belges, Adil El Arbi et Bilal Fallah, et ils proposent une manière d'utiliser la caméra qui est vraiment fascinante. Voilà, il va y avoir plusieurs plans qui modernise un peu le côté. Tout à fait. En plus, il y a des plans en vue subjective où du coup on va voir, ça fait un petit peu jeu vidéo, mais ce qui est assez beau de voir, c'est que pendant le tournage, finalement c'était Will Smith qui tenait la caméra pour vraiment avoir ce côté, on est dans la tête de Will Smith, on le suit, qui du coup tue les méchants. Enfin voilà, c'est inventif, très bien rythmé, très drôle. Comme ça doit être plaisant, je pense, et assez ludique comme film, sans doute. J'ai envie de dire, si vous avez aimé Bad Boys 1, 2, 3, vous aimerez sans problème Bad Boys 4. C'est dans la droite lignée. Et apparemment, ils ont dit qu'ils voulaient en faire encore un et s'arrêter. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin, voilà. Ma foi. Bon, ils ont dit un 5e et on s'arrête. Donc, tant que je gagne, je joue, comme dirait l'autre. Et d'ailleurs, ils jouent bien, puisque le 4e est le meilleur démarrage de la franchise. D'accord. Donc voilà, ça continue à fédérer. Donc pourquoi s'arrêter? Également, En attendant la nuit, c'est un film de vampire sur un adolescent qui, grâce à sa famille, essaye de cacher sa différence. Là aussi, on parle de différence, mais du coup sur le prisme du fantastique. C'est un film réalisé par Céline Rouzet que j'ai découvert au Festival de Gérardmer, qui est sorti au cinéma la semaine dernière. Et je vous en avais déjà un peu parlé sur plusieurs émissions. C'est un film que je conseille, un peu dans la droite lignée d'un Tim Burton. Comment cet adolescent différent peut finalement essayer d'avoir une adolescence normale, c'est-à-dire avoir une petite copine, essayer de se faire des amis, alors que, il ne peut pas se montrer au grand jour au risque d'être brûlé. Enfin, il y a plein de choses. Et puis évidemment, il a besoin d'avoir du sang. Et du coup, sa mère, qui est infirmière ou aide-soignante, si je me souviens bien, essaye bien de subtiliser quelques poches de sang. Ça m'a l'air d'être un film un peu avec une forme un film de vampire, mais avec une sensibilité un peu particulière et puis un angle plutôt romantique, non? Romantique, mais aussi réaliste. Puisque le film, c'est un peu, et si il y avait véritablement un vampire, comment ça se passerait? Voilà. Et en plus de ça, la séquence d'introduction qui est l'accouchement est assez marquante, parce que je vous laisse deviner que l'accouchement d'un vampire doit être assez douloureux. Voilà. Je sais pas, j'ai jamais assisté à l'accouchement de vampire. Moi non plus. Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est un film que je conseille, qui est encore disponible, il me semble, au Victoria et au Pathé. Sinon, il y a un thriller journalistique qui est sorti, réalisé par le réalisateur cambodgien, franco-cambodgien, il me semble, Ritipan. C'est Rendez-vous avec Pol Pot. C'est avec Irène Jacob. C'est adapté d'une histoire vraie de 3 journalistes français qui se sont rendus au Cambodge 3 ans après l'arrivée au pouvoir de Pol Pot. Ils vont donc découvrir le régime, en tout cas ce qu'on veut bien leur montrer, et surtout l'envers du décor, qui lui est beaucoup moins reluisant. C'est un film
assez lourd, on va pas se mentir. Quand on parle des Khmers rouges, c'est sûr que ça doit pas être très très rigolo entre nous. C'est assez pesant, mais le film est quand même assez surprenant. Il est assez poignant. Oui, je pensais pas que cette histoire vraie, qu'on a finalement peu entendu parler de ces 3 journalistes-là, allait arriver jusqu'à cette extrémité. Je vous laisserai la surprise de savoir ce qui se passe dans le film. Mais du coup, Ritipan utilise 3 manières d'exprimer et de mettre en scène cette histoire. Évidemment, les séquences classiques live action, mais il va aussi utiliser des images d'archives. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir réellement ce que voient les personnages, on va voir une image d'archive. Ce qui permet du coup de véritablement voir la vérité. Voilà, d'illustrer le propos en fin de compte. C'est ça. Et également, il y a des séquences d'animation, entre guillemets, mais par le biais de maquettes. En fait, et de petits personnages. Alors, c'est peut-être le seul défaut que j'aurais envers ce film, c'est que ça apporte, disons, un point de vue différent, une expression différente sur cette histoire. Mais je ne peux pas ne pas m'empêcher de me dire que ça fait surtout un petit peu cache-misère et une manière de se dire bon bah les scènes qui sont trop coûteuses, on les fait en animation comme ça, voilà, on économise un petit peu. Mais ça laisse de ce fait un peu la part belle à l'imagination de l'horreur peut-être aussi quelque part. C'est ça. D'une certaine manière, c'est ça. Mais voilà, on pourrait se dire oui, mais pourquoi du coup, vu qu'on a des images d'archives, tu ne montres pas directement des images d'archives? Est-ce que c'était trop poignant, enfin trop Je ne sais pas. Après, c'est un réalisateur qui, pour le coup, Ritipan a véritablement échappé au régime de Pol Pot de l'époque. Donc, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Son cinéma est essentiellement marqué par les Khmers rouges. Il a fait beaucoup de documentaires là-dessus. Donc, voilà. Je sais pas. Est-ce que c'est plus une sorte de porte d'entrée dans son cinéma avant de rentrer vraiment dans quelque chose de plus impactant? Le film l'est quand même. Mais... voilà, on peut pas s'empêcher de... Il faut pas oublier que cette période assez terrible pour le Cambodge, ça a été des tas de générations qui ont été sacrifiées totalement. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait la razzia, ils ont séparé les parents, les enfants, les grands-parents, ils ont vraiment éradiqué toute une génération de sachants pour pouvoir avoir la main mise sur les suivants, on va dire. Et c'est... rien que l'idée même est absolument abominable quand on y pense. Tout à fait. Et enfin, en dernière sortie que j'ai vue, donc je vous conseille bien évidemment Rendez-vous avec Pol Pot, c'est un très très bon thriller. Et enfin, dernière sortie, j'ai vu le film de requin parisien dont on avait un peu glosé la fois précédente. Voilà, alors sous la scène, qui est sorti sur Netflix. Alors évidemment, on va pas se mentir, le contexte est forcément complètement idiot. Mais le film assume un peu ce point de vue-là, même s'il a tendance à être un peu trop premier degré, un peu trop sérieux dans sa première partie. Les vraies séquences de frayeur arrivent dans la deuxième heure, enfin dans les 3 derniers quarts d'heure. Et donc là, on a enfin de quoi s'amuser et de quoi avoir quelque chose à se mettre sous la dent. En plus de voir le requin se mettre des choses sous la dent. Sous la dent du requin. Il y a un second degré qui va se développer lié au personnage de Anne-Marie Vin qui interprète, on va pas se mentir, Valérie Pécresse. Enfin, Valérie Pécresse / Anne Hidalgo, mais physiquement, c'est Valérie Pécresse. Et du coup, d'appuyer un petit peu là où ça fait mal sur le côté, non mais attendez, on a mis 1,5 milliard d'euros. Elle prend vraiment une voix comme ça pour mettre en place ce triathlon qui va lancer les JO. Et l'autre, on lui dit, mais oui, mais il y a un requin dans la scène. Oui, mais vous avez pas compris. 1,5 milliard d'euros. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez grinçant et quelque chose qui fonctionne plutôt bien de ce côté-là. Par contre, la fin... alors, je ne dis rien, mais moi, j'ai vu les commentaires des gens effectivement qui avaient vu le film et apparemment ils sont tous assez unanimes pour dire que la fin est décevante. Bah moi en fait, je dirais c'est l'inverse. C'est que la fin est alléchante et en fait c'est plus la fin qui te dit... En fait, c'est ça que j'aurais voulu voir. C'est le film qui arrive après que j'aurais voulu voir. Et le problème, c'est que je ne sais pas si on l'aura ou pas. C'est pas développé. Peut-être qu'ils ont prévu éventuellement. Peut-être. Mais alors du coup, là, on a vraiment eu
une mise en bouche, un apéritif, voilà, avant le plat principal. Donc c'était assez cocasse effectivement qu'ils aient créé ce film. C'est un vrai film, même si ça sort sur Netflix. Tout à fait. Évidemment de circonstances avec les JO à Paris, quoi. Mais voilà, ça restera. C'était assez bien vu. Un film de requin anecdotique. C'était assez intelligent, je trouve, comme démarche. Ah oui, bien sûr, tout à fait. C'est forcément que sortir à 1 mois des Jeux Olympiques, c'est clairement pour envoyer un message. Mais bon, voilà. On va faire une deuxième pause musicale avant de se retrouver pour un focus consacré aux comédies musicales. Et pour continuer sur ce thème-là, je vous propose un extrait de la comédie musicale The Greatest Showman avec Hugh Jackman. Et cette chanson, c'est Never Enough, interprétée par Lauren Allred. C'est une magnifique chanson, peut-être l'une des meilleures chansons des comédies musicales récentes. On s'écoute ça tout de suite et on revient juste après. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission, pour cette fois-ci se consacrer à un focus sur les comédies musicales, puisque c'est un genre que nous apprécions tout particulièrement. Ah oui, alors nous allons parler de plusieurs comédies musicales, on va être assez généreux ce soir. Et puis je dois parler il y a matière à parler en plus. Ah oui, tout à fait. Il y a vraiment de quoi dire. Et puis j'ai 2 comédies musicales que Guillaume m'a dit je ne suis pas là, mais il faut parle de ça. Donc on va parler de tout ça ensemble. Là, Guillaume. Tant pis pour toi. Ah non, mais non. On va en parler. Bien évidemment. Eh bien, écoute, je te laisse lancer. Alors, ça va être compliqué parce que si tu commences à me laisser parler, tu vas être obligé de m'arracher le micro. Je te préviens, parce que on va pas parler d'une comédie musicale, on va parler de la comédie musicale. Alors peut-être que celle-ci, tu vas la garder en dernier. Je la garde en dernier. Voilà, d'accord, comme ça, on sera obligé de couper. D'accord. Alors donc en fait, on peut pas commencer, à mon avis, à évoquer les comédies musicales sans parler non plus de la nation qui en fait toute son industrie, mais pas que son industrie, c'est un véritable art de vivre apparemment pour eux. Et d'ailleurs Patrice Lecomte l'avait évoqué la dernière fois en parlant des films de Bollywood, qui est une allitération entre Bombay et Hollywood, comme tout le monde peut-être le sait. Et donc effectivement ils sont quand même des milliards forcément, parce qu'ils sont très nombreux. Donc c'est quand même le premier cinéma mondial. Et alors moi je ne suis pas un spécialiste des films Bollywood, j'aime bien. J'ai en souvenir Slumdog Millionnaire, mais qui ne l'évoque que en fin d'histoire. C'est un hommage. Et c'est un hommage, voilà. C'est plus un hommage, mais comme quoi on ne peut a priori pas évoquer les films indiens sans parler de cet aspect-là. Et apparemment ça serait même dit que les films de comédie musicale sont un peu comme un art de vivre, et c'est un peu comme se laver les dents, quoi, il paraît. D'accord. Voilà, donc c'est quand même très fort. Donc ceci étant, je ne vais pas parler d'un film de Bollywood, mais par contre un film de comédie musicale parmi tant d'autres, qui sort un peu du lot, je trouve, et qui s'appelle Yentl. Yentl, qui est un film de 1983 de Barbara Streisand, qui est adapté d'un ouvrage et qui est assez étonnant, parce que c'est pas un film avec les codes habituels de la comédie musicale. D'ailleurs, les morceaux qui sont distillés ne servent ne sont évidemment interprété par Barbara Streisand. Ah, il y a qu'elle qui chante, d'accord. Il y a qu'elle qui chante, il me semble, si je me souviens. Ça fait très très longtemps que je l'ai vu, en fait, pour tout dire. Et donc, et font état de l'intériorité du personnage qu'interprète Barbara Streisand, qui est en fait une jeune femme qui veut étudier la Torah, et c'est réservé à cette époque-là qu'aux hommes. Donc
son père décède. Donc il y a ce côté émotion par rapport à son père qui l'avait un peu initié dans la lecture de ces textes religieux. Et elle décide de se grimer en homme pour pouvoir intégrer ce qu'on appelle une yeshiva, pour pouvoir étudier la Torah. Alors évidemment, il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver amenée à partager sa chambrée avec un autre homme qui ne sait absolument pas qu'elle est une femme. Il va se développer évidemment une idylle entre eux deux, et puis donc tout au long, c'est vraiment une ode à l'émancipation féminine au travers de ce film. Et encore une fois, les textes des chansons interprétées par Barbra Streisand sont vraiment magnifiques, sont vraiment très poignants. Donc il y a Papa Can You Hear Me, qui est la plus connue, évidemment. Qui est une des plus connues, qui vraiment, pour le coup, moi, m'arrache des frissons à chaque fois que je l'entends. Et moi, j'avais vu ce film il y a très 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 longtemps, j'étais assez jeune, et j'ai découvert ça un peu par hasard, et j'avoue que j'ai été scotché par ce film. Et encore une fois, c'est vraiment la comédie musicale qui sort du lot et qui a un petit côté évidemment musical, mais c'est pas les films musicaux comme on les entrevoit, un peu comme Chantons sous la pluie, qui est là pour le coup le grand classique des comédies musicales. Disons que là, on est sur un registre quand même dramatique, ouais. Intimiste, et puis bon, c'est un projet qui a porté Barbra Streisand de manière envers et contre tous, on va dire, parce que elle n'a pas été très très bien perçue, je crois, à ce moment-là, mais bon, malgré tout, le succès de ce film a quand même été reconnue, mais elle n'a pas eu, je dirais, l'agrément de l'entourage. D'autant plus que, en fait, elle a sorti ce film dans une époque, donc 1983, qui était les mêmes registres que des films comme Air, qui sont sortis un peu plus tôt. Et en 83, il y avait, il me semble, Fame ou Flashdance. Je sais plus lequel. Ça doit être Fame. Ça doit être Fame, il me semble. Donc c'est vraiment. Bon, pas vraiment une comédie musicale, mais un film musical. Qui parle de la musique, de l'univers de la musique, mais bon, qui donne lieu, en quelque sorte, c'est un peu le prétexte à donner lieu à une sorte de film musical quand même, malgré tout. Donc voilà, moi je voulais parler de ce film Yentl que peut-être peu de gens ne connaissent et que j'invite les auditeurs à découvrir et à se faire une idée. Et c'est un film poignant, émouvant, avec beaucoup de sensibilité et une voix merveilleuse de Barbra Streisand qui interprète les chansons, mais il y a vraiment une histoire forte. C'est pas juste un prétexte aux chansons. Les chansons d'ailleurs sont raccordées vraiment à l'intériorité du personnage, encore une fois, qu'interprète Barbra Streisand. Et donc c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai été scotché et j'ai suivi de manière totale cette histoire. Et c'est vrai que si on reste sur le côté dramatique, moi j'aimerais parler d'une comédie musicale que j'apprécie tout particulièrement. C'est La Mélodie du Bonheur, donc The Sound of Music, voilà, excellente traduction française comme d'habitude, qui a été réalisée évidemment par Robert Wise avec Julie Andrews et Christopher Plummer. C'est un film qu'on connaît essentiellement pour ses chansons très joyeuses, mais qui n'a pas peur de montrer l'horreur de la guerre quand même, et ce besoin qu'avait eu du coup cette population, ça se passe en Autriche, et bien de quitter le pays, de s'enfuir de l'enfer des nazis, et du coup on est vraiment sur une fresque. Je pense qu'on peut le dire, parce que c'est quand même un film long de 3 heures, où on va voir cette jeune femme débarquer en tant que gouvernante dans cette grande famille autrichienne dont le patriarche est interprété par Christopher Plummer, et qui a, je crois, si je me souviens bien, 7 enfants. Je crois il y a quelque chose comme ça, comme 7 enfants, peut-être plus, peut-être moins, mais il y a énormément d'enfants. Je t'avouerai que il y a très 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 longtemps, donc j'ai plus trop, je me rappelle plus trop bien. On va dire qu'il y a beaucoup d'enfants, et surtout qu'il y a eu énormément de gouvernantes
qui se sont relayées, mais aucune n'est véritablement restée. Le personnage de Julie Andrews, bien sûr, restera et va en plus de ça conquérir le cœur des enfants, mais aussi le cœur du père qui tombera amoureux d'elle. Et évidemment, voilà, on est quand même de ce côté-là dans la comédie musicale peut-être un peu classique, c'est-à-dire que inévitablement il faut une histoire d'amour, il faut aussi une histoire d'amour qui finisse bien, mais quand bien même, ce que j'aime dans La Mélodie du Bonheur, c'est que c'est un spectacle multiple, c'est une comédie musicale, mais c'est aussi un film sur la guerre, et un film qui donc n'a pas peur et qui ne va pas chercher à embellir ces années-là. Il va vraiment montrer de manière plutôt assez froide et peut-être même glauque la peur de cette population-là à cette époque. Mais est-ce que tu as une autre comédie musicale à évoquer D'après toi. Alors, tu as... non, j'ai pas d'autre à part celle dont j'aurais aimé parler, mais on peut encore attendre. On va évoquer très rapidement les comédies musicales que voulait parler Guillaume ce soir. Il y avait entre autres la comédie musicale Moulin Rouge de Baz Luhrmann qui était sortie, si je me souviens bien, en 2001 ou 2002. Avec Nicole Kidman et Ewan McGregor, comédie musicale qui avait la particularité de reprendre des chansons déjà connues, comme Roxanne ou Lady Marmalade, le classique Voulez-vous coucher avec moi ce soir. C'est une invitation aux auditrices, bien évidemment. Mais pas n'importe lesquelles, attention. Pas n'importe lesquelles, non. Non. Entre celles qui sont fans de cinéma. Entre 25 ans et de comédie musicale, entre autres. Voilà. Mais Moulin Rouge, c'était une comédie musicale que souhaitait parler Guillaume, qui lui tient tout particulièrement à cœur, qui est une comédie musicale qu'il apprécie tout particulièrement, qui l'a touché. Il lui dit que c'est un film qui l'a beaucoup marqué. Donc on va rester sur le positif, puisque bien sûr. Voilà. Pour nous, par contre, c'est une comédie musicale qu'on apprécie un peu moins bien. Moi, je trouve que visuellement c'est parfait, mais c'est peut-être trop parfait. Et ça manque un peu de profondeur et de sincérité dans l'histoire. Voilà, on va juste s'arrêter là pour égratigner, pour pas trop égratigner. Voilà, stop. Mais voilà, et évidemment, c'est un film quand même qu'on conseille. C'est un film important de son époque, des années 2000. C'est un film majeur. Autre comédie musicale que souhaitait parler Guillaume, c'était le film Disney Peter et Elliot le Dragon, avec Ellen Rady et Mickey Rooney, qui est un classique Disney sorti en 1977, dont avait pu quand même collaborer à l'époque le très connu Don Bluth, qui avait ensuite fait Fievel ou Brisby et le secret de Nîmes. Il avait donc dessiné ce personnage de dragon en animé, et par contre tout le reste était bien sûr en live action. Et le personnage principal de Nora, qui recueille ce petit garçon Peter, était interprété par Ellen Rady, qui était une grande chanteuse à l'époque, très très connue pour sa chanson I Am a Woman. Et là, ça nous a quittés en 2020, tout récemment. Et voilà, Peter et le Dragon, c'est une comédie musicale qui a beaucoup marqué l'enfance de Guillaume. Et là aussi, je vais rester... Mais pas que l'enfance de Guillaume, je suppose. L'enfance de beaucoup de gens. Non, c'est un joli choix, effectivement. Voilà. On va rester là, parce que si je donne mon avis, je vais vous dire que c'est une comédie musicale interminable. et voilà, dont les chansons sont beaucoup moins qualitatives que Mary Poppins ou L'apprentie sorcière. On avait parlé. Il y en a quand même beaucoup, de comédies musicales qui sont marquantes. Ouais. Je veux dire, c'est un genre à part entière dans le cinéma. Il faut le reconnaître. Tout à fait. Et moi, très rapidement, parce qu'après tu vas te lancer dans ta comédie musicale préférée. Ouais. Je conseillerais aussi la comédie musicale Le Roi et moi de Walter Lang. Alors il est fort possible que vous connaissez l'histoire du Roi et moi, puisque ça a été multiples fois adapté en film d'animation, en film d'époque classique en 1940, mais aussi récemment, ça date quand même des années 2000 ou fin des années 90, ça avait été adapté sous le titre Anna et le Roi avec Jodie Foster et Chow Yun-fat, qui est aussi une version que je conseille. Je trouve c'est un très bon film. Très très beau film, moi aussi. Et Le Roi et moi, par contre, la version que je vous invite à découvrir, c'est la version de 1956 avec Yul Brynner et Deborah Kerr, qui là pour le coup est vraiment une comédie musicale avec des chansons
très marquantes que évidemment c'est quand je dis qu'elles sont très marquantes que j'oublie le titre, mais c'est I Want to Know You, il me semble, c'était le titre de cette chanson. Ouais, je peux pas t'aider parce que Getting to Know You, c'était ça le titre de la chanson. Enfin, en tout cas, il chante ça. Et donc, c'est une magnifique histoire sur une prof britannique qui arrive dans le royaume de Siam pour finalement donner cours à tous les enfants du roi de Siam. Et là encore, il y a beaucoup d'enfants. Finalement, je me rends compte que La Mélodie du Bonheur et Le Roi et moi, il y a un parallèle qui se fait dans ces deux films que j'apprécie beaucoup, c'est que à chaque fois c'est une femme venue d'ailleurs qui débarque pour éduquer des enfants, mais aussi surtout d'une certaine manière pour faire évoluer le père, qui est très froid, qui ne se remet pas de la perte, qui ne se remet pas d'un deuil, et qui va du coup raviver une certaine flamme et provoquer le retour du sentiment amoureux. Donc voilà, c'est que ce soit La Mélodie du Bonheur ou Le Roi et moi, sont deux films que je conseille. Et puis Le Roi et moi, c'est un grand film à costume, des décors formidables. Enfin voilà, c'est le grand Hollywood, hein, véritablement. Et puis enfin, je terminerai sur une comédie musicale que j'adore, mais que je pense que tout le monde connaît, c'est évidemment Grease, que je connais par cœur, Olivia Newton-John, John Travolta. Bien sûr, oui. Si vous ne l'avez pas vu, très très fan foncez. également. Ça peut-être un petit peu vieilli sur certaines séquences qu'on pourrait qualifier de, on va pas se mentir, kitsch. Voilà, mais c'est ce que c'est exactement le terme, oui, il faut reconnaître, mais c'est ça qui fait son charme aussi. Évidemment. Et puis surtout des chansons complètement dingues, hein. Voilà, la bande son du film, que ce soit la chanson Grease, mais aussi You're the One That I Want et plein d'autres. Et c'est incroyable l'évolution d'ailleurs de l'acteur John Travolta. De John Travolta, hein, quand on voit par quoi il est passé. En fait, c'est vrai qu'il a interprété énormément de rôles de genre très 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 différents, hein, les uns des autres. Et là, c'est un exemple plus que marquant, mais c'était vraiment au début de sa carrière. Ça. C'était la suite de La Fête du samedi soir. Ça a été il pourrait moins se déhancher maintenant. Alors, il y a eu un rattrapage de ça un petit peu qui faisait penser dans Pulp Fiction. Oui. Voilà. Et puis, il s'était remis aussi à la comédie musicale, mais cette fois-ci pour jouer une femme dans Hairspray, qui était sorti en 2005, si je me souviens bien, qui est assez particulier. Je ne l'ai pas vu, mais j'avais vu l'extrait, puis j'en avais entendu parler, effectivement. Mais maintenant, il est temps, Vincent, vas-y, lance-toi. Oui. Parce que tu parlais de la Mélodie du Bonheur, et entre parenthèses de Robert Wise, mais il avait fait précédemment, et non un des moindres de comédie musicale, puisque moi, j'estime que c'est la comédie musicale, pour le coup, c'est West Side Story, évidemment. Et c'est un film exceptionnel, hein, qui est tiré évidemment des comédies musicales qui étaient jouées à Broadway, qu'ils ont vraiment peaufiné depuis les années 57. Depuis 57, ils l'ont joué pendant je sais pas combien d'années, et c'est resté à l'affiche et tout. Écrit par Leonard Bernstein. Alors il y a la musique donc évidemment est de Leonard Bernstein, qu'on ne peut pas concevoir effectivement West Side Story sans ce grand géant et génie de la musique, mais pas que, parce qu'en fait à tous les niveaux, on va dire, ils ont apporté chaque individu dans son genre à lui, et c'était la quintessence de chaque domaine, que ça soit les décors, que ça soit les chansons, que ça soit les paroles, la musique, les chorégraphies évidemment des danseurs. On peut évoquer un Jérôme Robbins qui partageait donc aussi avec Robert Wise donc comment dire, la réalisation de ce film, qui a dû être au bout dans les 3/4 du film, qui a finalement été un peu évincé, parce que il était tellement perfectionniste que il rajoutait des choses sans arrêt. C'est un film, non, c'est vraiment un film exceptionnel. Évidemment, on allie en plus de ça là l'aspect cinématographique, évidemment, l'aspect théâtral, puisque ça fait référence quand même à une grande histoire qui est celle de Roméo et Juliette de Shakespeare, de danse, mais aussi de musique. Donc il y a vraiment,
ces 4 genres-là à part entière dans ce film et qui sont développés avec une maestria sans nul autre pareil. Hein. Et d'ailleurs, il a remporté, on en parlait tout à l'heure, il y a eu 10 Oscars quand même qui ont été attribués à ce film et c'est pas pour rien. Donc c'est le deuxième film jusqu'à ce que le plus primé de l'histoire du cinéma, jusqu'à ce qu'il y ait le retour du roi avec le Seigneur des Anneaux qui prennent un peu la place et donc ça devient le 3e film le plus primé de l'histoire du cinéma. Il reste sur le podium, c'est déjà pas mal. Il reste sur le podium largement et je veux dire il le mérite amplement. Qui doit se partager, je pense, ex-aequo avec un certain Titanic, il me semble. C'est bien possible, mais tous ces films-là sont évidemment des films exceptionnels, de par une mise en scène impeccable, de par des jeux d'acteurs, mais c'est vraiment la quintessence du film, du comédie musicale pour moi, comédie dramatique même, parce que ça se termine évidemment comme dans Roméo et Juliette. Oui, c'est une tragédie. Mais je peux vous assurer qu'on peut le voir 10 millions de fois, et ça a presque été mon cas. Mais c'est toujours impactant. Je me fais cueillir à chaque fois. À chaque fois, je me fais cueillir. Et d'ailleurs, à tel point que je ne peux pas envisager, on parlait du film qui avait fait le remake qu'en avait fait Steven Spielberg, qui peut être très bien, mais c'est pour moi une gageure totale de refaire un West Side Story. C'est pas possible. C'est vraiment une grossière erreur. Alors, comme on en parlait, je pense qu'il a voulu le faire parce que je crois qu'il devait être très amoureux de ce film, que c'était une envie personnelle très forte de réaliser son propre West Side Story, mais à mon sens, ça n'a pas de sens justement. Voilà. Moi, pour avoir vu les deux, je vous dirais que j'adore les deux films. Il y a aussi alors j'avais vu qu'il y avait eu un storyboard très très élaboré avant de pouvoir faire le film. Il faut quand même savoir que tout, hormis la scène du début, qui est exceptionnel également. Oui. On va en reparler tout de suite. Tout a été tourné en studio. Ça a été créé en studio. Oui. Il n'y a rien qui a été tourné en décor naturel et c'est magnifique parce qu'on dépasse complètement le côté décor, même si il y a un esthétisme par rapport aux lieux dans lesquels se déroulent les événements qui est exceptionnel. Ça fait vraiment des tableaux à chaque fois, les uns par rapport aux autres. Il y a des moments de comédie musicale qui sont très très drôles, avec quand ils sont sur le toit de l'immeuble là, qui chantent. Zut. Ça arrive. America, I like to be in America. Voilà, I like to be in America, qui est exceptionnel, qui est un morceau de bravoure et de chant et de danse et de même dans les paroles, et qui en fait un peu la récréation avant que le drame ne survienne quelque part. Le début est très joyeux. Voilà. Le début est très joyeux et après patatras. Et alors on parlait, mais tout est bien dans ce film, mais toutes les scènes, il y a aucune scène qui est inutile. Tout est mis dans son contexte et dans un déroulement. D'ailleurs, ils ont réadapté pour le cinéma d'ailleurs certaines choses qui, à mon avis, n'ayant pas évidemment connu la comédie musicale de Broadway, étaient vraiment très intelligents de la manière dont ils l'ont fait. Ils l'ont fait en étroite collaboration avec plusieurs intelligences qui ont permis la réalisation de ce grand film. Voilà. Oui. C'est vrai. Le début est exceptionnel aussi lorsqu'on voit la caméra qui va des quartiers riches de New York jusqu'au quartier un peu jusqu'au quartier pauvre où vont se dérouler donc l'histoire de ces deux bandes rivales dans la guerre des gangs avec les portoricains et puis les Jets et les comment on appelle ça, les requins je sais, les Sharks. Les Sharks, voilà, les Sharks et les Jets. Excusez-moi, j'en perds mon anglais que je n'avais pas d'ailleurs, mais pas confondre avec les T-Birds. Voilà. Ça c'est dans Grise. Voilà. Mais non, mais il y a vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Non, évidemment, c'est un film qu'on vous conseille évidemment de découvrir, un film
très impactant et très important pour l'histoire du cinéma, qui a relancé le genre, on peut le dire clairement, parce qu'il y a eu des comédies musicales avant, bien évidemment, mais West Side Story a été le point de départ de toutes les comédies musicales qui ont suivi par la suite. Et en fait, ça prenait un autre angle de vue également, parce que avant, c'était un genre, le genre musical, comédie musicale. Oui. Mais là, c'est pas vraiment une comédie musicale, c'est vraiment un drame, un théâtral. Ce n'est pas que une comédie musicale. Et c'est une histoire racontée, évidemment filmée, mais dans laquelle s'intègre merveilleusement bien et de manière très légitime et naturelle toutes les brillantes prestations chorégraphiques et de chansons également. À voir et à revoir. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. On vous a conseillé de nombreuses comédies musicales et on vous invite à découvrir tous ces films. Côté programmation à la radio, demain, vous allez retrouver 3 émissions. Tout d'abord, l'émission spéciale Studio Alp Academy de 11h à midi. Puis ensuite, l'émission Questions de parents présentée par Elodie L de 12h15 à 12h45. Et enfin, l'émission Parents Autrement présentée par Pauline de 13h à 14h. On se quitte sur un dernier extrait musical et évidemment, un extrait musical de West Side Story, Maria. Mais par contre, West Side Story version 2021 et donc c'est pas grave, interprété par Ansel Elgort qui de toute façon tous les interprètes des 2 films chantent pas magnifiquement bien. On se quitte là-dessus, on vous dit on vous souhaite une très bonne semaine. Je ne retrouve plus mes mots. C'est l'émotion. On a parlé de tellement bons films. Tellement brassé là. Attends, tu imagines pas West Side Story. Donc, on vous souhaite une très bonne semaine. Allez au cinéma. Bonne et séance. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.